Ivan Riabchi, je suis très très heureux de vous retrouver, même si c'est dans les circonstances que nous savons. Vous êtes à l'ouest de l'Ukraine pour le moment, vous vous apprêtez à retourner à Kiev. La guerre continue de faire rage et l'entretien que je vous propose est peut-être un de ces entretiens avec des écrivains qui nous permettrait d'identifier avec vous, d'une part, quel est le message que vous souhaitez transmettre à vos collègues écrivains, mais aussi à l'ensemble des citoyens européens, mais peut-être plus particulièrement aux écrivains. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes un auteur, que vous êtes un traducteur, que vous êtes un éditeur. Vous avez notamment traduit de grands noms de la littérature francophone. Je vais citer par amitié le premier d'entre eux qui est Jacques de Decker, mais aussi Éric Emmanuel Schmitt, Amélie Nothomb et d'autres encore. Alors ma première question est pouvez-vous nous raconter quel est votre quotidien? Quel est le quotidien d'un écrivain, d'un intellectuel, d'un poète, d'un traducteur aujourd'hui en Ukraine? Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, à tout le monde. C'est vrai que je suis maintenant à l'ouest de l'Ukraine où je devrais aller pour aider mes proches et mes parents à s'évacuer euh, en Europe euh, pour, pour la période de la guerre. Et c'est vrai que je m'apprête à me retourner à Kiev parce que pour moi, et je pense que c'est pour tous les écrivains et tous les intellectuels qui habitent Kiev, il est impensable et très difficile de travailler loin de Kiev pendant ce temps. Parce que Kiev, c'est une ville, c'est le centre spirituel et intellectuel de l'Ukraine, une ville qui est dans nos cœurs et nos âmes, et une ville qui inspire beaucoup. Et, par exemple, moi, pendant ces quelques semaines que je voyage avec mes proches, que je fais tout pour les aider les autres, les femmes et les enfants, pour qu'ils partent pendant cette période de la guerre. Moi, j'arrive pas, euh, j'arrive pas ni à lire ni à traduire parce que pour moi c'est difficile maintenant. Ces derniers jours, je retourne peu à peu à la traduction. Je traduis notamment maintenant le roman de dernier concours, Mohamed Bougar Sarr, euh, la plus j'ai J'ai oublié oublié. Ce n'est pas grave. le titre. Voilà, donc je traduis peu à peu 2 pages, 3 pages par jour. Donc comme ça, je me retourne à la vie. Euh, mais il faut dire que c'est vraiment un choc, c'est vraiment un trauma euh, énorme pour nous tous, pas pour moi, pour tous les Ukrainiens. Et je pense que même après la guerre, quand la guerre finit, bien sûr que avec notre victoire, nous allons encore passer une longue période de rétablissement après ce trauma. On avait connu ça en 2014 quand la Russie avait pris Donbass et Crimée et beaucoup de guerriers ukrainiens qui sont partis à combattre les Russes à l'est de l'Ukraine s'est retourné à la vie normale avec beaucoup de peine. Euh, cette, euh, cette période difficile, je pense, attend à nous tous, à tout un pays, après tout ce qu'on euh, euh,
survit maintenant, maintenant, en ce moment. Vous êtes un connaisseur parmi les plus éminents en Ukraine de la littérature francophone contemporaine. Hein. Je rappelle que vous êtes le traducteur aussi de Michel Houellebecq, de Hergé, de Henri Beauchot. Est-ce que vous avez le sentiment que les liens entre la littérature ukrainienne et la littérature européenne, en particulier la littérature francophone, sont des liens qui se sont consolidés ou qui vont se consolider ou qu'il est nécessaire de consolider pour justement l'après-guerre? Bien sûr que je prévois, je peux prédire même que après la guerre et même pendant la guerre, euh, disons, le sujet ukrainien sera au top, au top de la top de, dans toutes les littératures du monde, je pense. Et surtout en France et, et en Belgique, parce que la littérature francophone a toujours été très euh, sensible au sujet, au sujet act, 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 des actualités, à tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas le cas, c'est pas le cas pendant très longtemps pour la littérature ukrainienne. Chez nous, on disait qu'il faut avoir une certaine distance de temps entre l'événement et, et l'œuvre. Maintenant, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui parlent de ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et bien sûr que ce qui se passe, les événements en Ukraine vont euh, rapprocher encore plus la culture, la civilisation ukrainienne et la civilisation européenne. Bien sûr que l'Ukraine, c'est l'Europe. L'Ukraine a toujours été l'Europe, mais maintenant, elle sera même au centre de l'Europe. Euh, un pays peut-être la plus démocratique de l'Europe. Et la littérature qui sera, je pense, au centre de la littérature européenne pendant quelques années. Jean Monnet, un des pères fondateurs de la communauté européenne devenue l'Union européenne, disait que si c'était à refaire, il commencerait par la culture. Est-ce qu'on pourrait dire que s'il fallait construire une nouvelle solidarité entre l'Ukraine et l'Europe et l'Union européenne, il faudrait peut-être commencer par la littérature et par des solidarités entre les écrivains? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, dès que le premier jour, le 24 février, j'ai reçu beaucoup de lettres de mes collègues euh, français, belges, canadiens et d'autres pays du monde, avec le soutien considérable. Et c'est vrai que la littérature, elle est toujours à l'avance. On dit souvent que voilà, c'est le cinéma qui est le plus populaire et actuel maintenant, mais il faut penser, mais il faut comprendre que les films sont très souvent basés sur les livres. Et donc, d'abord les livres, d'abord les textes, et les scénarios sont aussi les textes, les pièces de théâtre sont aussi des textes, et après déjà le visuel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que la littérature va être la base de cette nouvelle solidarité entre euh, au sein de l'Europe après la guerre euh, en Après la fin Ukraine. de la guerre. Comment s'organise la solidarité
entre écrivains ukrainiens. J'ai le sentiment, vu d'ici, qu'il y a des réseaux très solidaires, que on fait connaître, par exemple, la poésie en la traduisant, on fait connaître. Il y a une forme de solidarité entre écrivains ukrainiens. Est-ce que cela correspond à une réalité et comment s'organise-t-elle? Pendant la guerre, c'est ça, Oui, maintenant. maintenant. Mais il faut dire que maintenant, pendant tout ce temps, la chose la plus importante était de sauver des vies et des écrivains aussi. Il y avait beaucoup d'écrivains qui vivaient, habitaient les villes qui étaient bombardées par les Russes. Tchernigiv, Kharkiv, Irpin, Boucha, Mykolaïv, d'autres villes, euh, pardon, Mariupol et d'autres villes. Et souvent, on ne savait pas ce qui se passe avec eux parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Et on se disait, où sont-ils? Et parfois, il y avait, par exemple, il y a un poète très connu ukrainien, Alexandre Irvanets, qui, qui est resté dans sa ville natale, Irpin, qui était bombardée par les Russes pendant plusieurs semaines, qui, était, qui, est, qui est pour le moment absolument détruit. Et c'était une ville tout à fait, comment dire, très belle, une ville avec beaucoup de verdure, avec les rivières, les lacs, de belles maisons. Et maintenant, c'est une ruine. Et lui, on ne savait pas ce qui se passe avec ce poète. Mais après, il avait commencé avec l'aide des amis à qui il parvenait de téléphoner, envoyer des poésies qu'il écrivait là-bas. Et ces poésies étaient euh, diffusées sur les réseaux sociaux. Et donc, comme ça, peu à peu, on cherche où, où est tel ou tel poète ou écrivain, s'il est en vie. Et Dieu merci, je ne connais pas encore que quelqu'un des écrivains ou des poètes est mort. Dieu merci pour ça. On reste en vie, on continue de travailler, on cherche euh, tous les moyens possibles de se soutenir. Pour les éditeurs, par exemple, c'est une période difficile parce que les librairies ne marchent pas, les réseaux ne marchent pas. Alors, les associations ont fait comme ça, on achète, on, on demande des livres aux éditeurs ukrainiens pour les envoyer aux réfugiés ukrainiens en Pologne, en Roumanie, en d'autres pays où il y a maintenant près de 4 millions de réfugiés déjà, ou 6 même. Donc voilà, c'est comme ça. La vie continue, la littérature continue. Moi, j'ai commencé à pas écrire, mais je compose dans ma tête une pièce déjà, parce que c'est difficile euh, quand on vit tout ça, quand on voit tout ça, c'est difficile de ne pas penser comment on va vivre après. Et c'est même une pensée salvatrice de réfléchir à ce après, comment tu vas surpasser tout ça après. Et après, on va faire quoi? On va écrire, traduire, on va développer la littérature. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, quitte à ce que nous nous retrouvions pour parler encore plus longuement, mais ce sera ma dernière question pour cette interview dont je vous remercie déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire au niveau de la solidarité entre écrivains ukrainiens et écrivains européens ou écrivains américains ou écrivains du monde? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire qui serait immédiatement utile? Est-ce qu'il y a des réseaux de solidarité
entre écrivains ukrainiens et écrivains dans le monde qui fonctionnent et qui vous permettent de vous dire vous êtes avec nous. Euh, Moi, je pense que euh, c'est que je lis chaque jour les lettres avec mes collègues, je communique avec eux chaque jour. Et chaque jour, on pense à des projets communs, on, on réfléchit qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va traduire, comment on va le faire. C'est déjà, c'est déjà un signal, un signe de solidarité entre nous. Je peux dire que j'ai déjà quelques projets avec mes collègues en France et en Belgique, notamment avec les éditeurs des bandes dessinées. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont réfugiés euh, en France, en Pologne, partout, un peu. Et chaque enfant est porteur d'une histoire de ce refuge, d'une histoire de la guerre. Bien sûr que pas chaque enfant est prêt à raconter ça. Et je comprends bien, moi aussi, il y a des moments dans cette histoire de refuge, de fuite, que je ne suis pas prêt à raconter. Mais on a pensé que si l'enfant est prêt, on pourrait enregistrer ça, puis par exemple traduire en français, et puis avec mes collègues dessinateurs des bandes dessinées, faire des bandes dessinées à la base de ça. Les bandes dessinées pourraient être diffusées dans les médias, Figaro, Libération, le soir en Belgique, par exemple. Et c'est déjà un énorme travail qu'on pourrait faire. Euh, Après, on pourrait faire un livre avec, en français ou en anglais. Voilà, donc c'est ce que ce sont des projets communs avec des collègues que je réfléchis maintenant et je pense qu'on va le faire, tout ça. Mais, mais bien sûr que je suis sûr et certain qu'il y aura beaucoup de traductions de la littérature ukrainienne après la guerre. Je sais que maintenant, même en ce moment, il y a beaucoup de contrats qui sont signés avec les éditeurs ukrainiens et les écrivains ukrainiens à l'étranger, en France, en Suède, aux États-Unis, partout. Et les autres moyens de solidarité, je ne sais pas. Je pense que chaque, chaque aide est précieuse en ce moment. Chaque aide, chaque petit geste, même si c'est moindre, même si c'est trop petit, mais c'est très précieux pour nous, croyez-moi, parce qu'ici, des gens, ils ont perdu tout, ils ont perdu leur vie. J'ai pas, j'ai, je, je n'ai pas ma bibliothèque, mon train de vie normal, ce que je mange, ce que je bois, comment on a perdu tout, vous voyez, et donc chaque aide est très précieuse. Et on n'a jamais pensé en Ukraine, on n'a jamais pensé qu'on arrivera à ça. Ça, pour nous, c'est un choc total, vraiment. Très bien. Ivan Riapchi, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce témoignage. Merci à vous, Jean. Gardons bien le contact et sachez toute notre solidarité et l'attention que nous portons au combat que vous, en particulier, Ivan Riapchi, est en train de mener. Et je vous souhaite le meilleur dans le pire des mondes et surtout que ce pire des mondes cesse bientôt d'être tel qu'il est. Merci Yvan Merci Riapchi du fond beaucoup. du cœur. Merci beaucoup à vous, Jean. C'est vraiment chouette qu'on a pu parler et j'ai pu m'adresser
aux Belges parce que voyez-vous, j'aime pa- par- particulièrement la Belgique. Il y a beaucoup d'années, j'ai voyagé en Belgique, j'ai lu beaucoup d'auteurs belges et je préfère la littérature belge à la littérature française, c'est vrai. Et pour moi, c'est très précieux d'avoir la possibilité de m'adresser aux auteurs, à mes amis belges. Merci. Merci beaucoup, Yvan. À très, très bientôt. En Belgique À ou en bientôt. Ukraine.